Et je te retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un exemple précis de TypeScript dans l'utilisation d'une application en front-end. C'est le genre de vidéo que moi personnellement j'aurais aimé retrouver si jamais lors de ma première apprentissage autour de TypeScript il y a environ 2 ans de ça. Voilà la petite application qu'on va coder. Alors on va pas forcément coder le design ni la structure HTML. C'est des choses que j'ai déjà préparées en amont. Néanmoins, voilà, on va se créer une petite application de gestionnaire de poste. Donc en utilisant la manipulation finalement de Vanilla à travers TypeScript. On aura ici sur le côté droit la liste de nos posts avec des petites animations sympas. Et ici de l'autre côté, on aura un petit formulaire qui nous permettra de créer des nouveaux posts. À cet endroit-là, on pourra donc créer des nouveaux posts. Donc par exemple avec un titre, un auteur. Voilà, on aura un petit formulaire sympa qui nous permettra de gérer tout ça. On pourra y mettre une petite catégorie à sélectionner et un petit contenu comme ceci. Et quand on cliquera sur publier, voilà, ça nous rajoutera ici donc du coup le post en question dans la liste. Voilà, je te donne rendez-vous dans le premier chapitre où nous allons aborder, on va commencer par le début, on va commencer à installer notre environnement TypeScript pour notre projet. Alors, on est parti donc du coup pour se lancer un petit terminal. Je vais essayer d'agrandir un maximum les choses. Hop. Voilà. Hop. Tac. On va aller dans un petit dossier. On va aller dans notre petit dossier perso. On va se faire un petit dossier React. Et on va s'installer en utilisant pnpm create vite notre petit projet. On va l'appeler vanilla-ts parce que bien évidemment tout ce projet-là, on va pas le faire forcément avec React. Je te montrer déjà dans un projet front-end en vanilla avec des données en dur dans un premier temps, comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on va créer le projet en utilisant à la fois Vanilla.js pour la partie JS et TypeScript pour donc utiliser le typage et aller plus vite dans la création de notre code. On va s'ouvrir notre petit projet, on va se lancer la petite commande pnpm install. Tu peux aussi faire npm install si tu préfères. Ça revient au même. Et voilà, on va se lancer VS Code dans ce petit dossier. Hop. Moi, je vais juste changer de thème à ce niveau-là. Voilà. Et ici, on va se faire un petit pnpm run dev. OK. Donc là, il le lance sur le localhost 5174, pardon. OK. Donc, je vais ouvrir voilà, un petit Chrome en parallèle. On va se lancer localhost 5174. Et on a notre petit projet de base. OK, parfait. Donc là, je vais t'agrandir la fenêtre histoire que tu vois clair. Voilà. Et on va un petit peu nettoyer notre projet. Donc ça, en vrai, on s'en fout. On va le virer. Bon, on va le laisser. Allez, on va le laisser. Le style par défaut, on va le supprimer. Le main, pour l'instant, on n'aura rien besoin. Ça, j'en aurai pas besoin non plus. Et on va modifier notre petit index.html pour lui rajouter la structure de base que j'ai prévue. Donc, je vais directement tout importer dedans. Voilà, comme ceci. Donc là, on aura ici une petite structure de base. Et on va utiliser donc Tailwind en version 4
et on va utiliser Daisy UI en version 5. Daisy UI, si tu ne connais pas, c'est une petite librairie de composants très sympathique que moi j'ai l'habitude d'utiliser dans tous mes projets et qui t'offre deux avantages. Donc la première, c'est d'utiliser Tailwind. La deuxième, c'est d'utiliser des classes sémantiques. Donc en fait, voilà, pour faire un même bouton, en Tailwind, on écrirait tout ça. Donc on irait mettre les classes à la suite les unes des autres. Quand on passe en Daisy UI, on utilise l'approche sémantique. Donc ça va te faire penser un petit peu à Bootstrap si jamais tu connais Bootstrap. Et ça va être un petit peu le cas pour l'ensemble des composantes du projet. Voilà, ce qui nous permettra du coup d'avoir cette petite interface qu'on va donc du coup dynamiser dans la suite de la vidéo. Voilà, je te donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous aborderons du coup la création de notre typage pour nos éléments. Donc dans cette partie de vidéo, le but va être de démarrer notre projet. On va se créer la partie typage et on va s'initialiser une petite structure de données. D'ailleurs, j'en profite au passage pour te dire que si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche et de partager bien évidemment la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent profiter des prochaines vidéos que je vais sortir par la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite fonction init qui nous permettra d'initialiser les actions de notre projet. On va pouvoir lui dire ici que cette fonction ne retourne rien, comme on est en TypeScript. Ici, on mettra les actions du projet, donc tout ce qui est listener, etc. Et bien évidemment, le render de nos posts. Donc là, ici, on va appeler notre fonction init. Ici, on ira faire une petite fonction pour rendre les posts à l'écran. Voilà. Donc là, on va l'appeler render post, cette petite fonction. On va la déclarer du coup au-dessus. Donc const render post est égal à une petite fonction qui ne renverra rien. Et donc qui ira chargement des posts à l'écran. Voilà, pour le moment, on va faire ça comme ça. Et donc ici au-dessus, je vais devoir initialiser une petite structure de données. Du coup, je vais analyser un petit peu mon fichier index.html pour voir de quoi j'ai besoin. Donc grosso modo, si j'analyse un petit peu la structure de base, j'ai besoin ici d'un titre, d'une catégorie. Alors la catégorie, je vais l'avoir sous deux formes. Je vais l'avoir avec ici donc les bordures, les badges. Donc là, en fait, la catégorie enclenchera automatiquement un changement de couleur sur les bordures, les badges et les boutons. Donc en fait, on aura btn primary, badge primary, border primary, par exemple, pour technologie. Le texte au niveau de notre sélecteur ici sera donc tech, donc la valeur sera tech et devra correspondre ici au texte technologie. Pour le reste, on aura des informations comme par exemple le titre, l'auteur, la date, le contenu, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on commence au niveau de notre projet? On va s'imaginer déjà une première version du typage de nos posts. Donc, comme je l'ai dit précédemment dans les précédentes vidéos autour de TypeScript,
on va se créer une interface post qui représentera nos objets en fait, qui seront plus tard bien sûr récupérés d'une base de données et qui représentera en fait comment doit être constitué un objet post. On va y mettre dedans tout ce qu'on a besoin. Donc typiquement par exemple, je vais avoir besoin ici d'un title de type string. Je vais avoir besoin d'une catégorie de type string. Alors, attention parce que la catégorie, je vais avoir besoin du texte de la catégorie. Je vais avoir besoin de la valeur pour le... Donc là, je peux mettre un petit commentaire valeur pour le select option du formulaire. Donc ça, c'est le texte en français de la catégorie. Voilà. On aura besoin de catégorie. Alors, on aura catégorie border. On peut l'appeler catégorie border color, par exemple, qui sera string. Alors, ceux qui sont un petit peu plus dégourdis en TypeScript, évidemment, c'est pas idéal de faire ça, mais on va voir petit à petit comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Donc, bordure de couleur. Catégorie. On aura catégorie badge color string. Donc ici, pareil, hein, couleur du badge. Alors tu pourrais te dire que effectivement ça, c'est des choses. Badge color, c'est des choses primary, secondary, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment, pour le coup, très spécifiques à Daisy UI. Ce n'est pas des choses qui existent nativement dans Tailwind. Malgré qu'on pourrait se le définir soi-même, Daisy UI a déjà toute cette approche-là et gère actuellement plus de 30 ou 40 thèmes différents avec la bordure, le badge qui change en fonction du thème. Donc ça, je te laisse aller voir hein, dans la documentation de Daisy UI qui est vraiment très sympa à ce niveau-là parce que ça simplifie le HTML et ça te permet vraiment de t'offrir des interfaces qui sont vraiment très polyvalentes, très fonctionnelles sans pour autant alourdir toute la structure HTML. Un petit peu comme Chat-CN UI, mais moi je suis moins fan de l'approche de Chat-CN UI. Je sais qu'il y a des développeurs qui sont très fans de cette librairie-là. Moi je préfère Daisy UI personnellement, c'est une question de goût et de couleur tout simplement. Hein. Voilà, donc là, les couleurs des boutons et c'est bon. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on va avoir, en plus de tout ça, donc ça concerne la catégorie. On va avoir besoin en plus de l'auteur qui sera de type string. Pareil, on pourrait le décomposer. Hein. On aurait ici la date qui serait de type date. Donc pour le coup, on va pouvoir vraiment dire ici, OK, ce truc-là sera de type date. Content, le contenu de notre post qui sera de type string. Le nombre de likes, donc on va l'appeler ici like count, qui sera de type number. On aurait un comment count pour avoir le nombre de commentaires de type number et une petite valeur important qui serait ici un boolean. Voilà, donc là on a défini la structure de toutes les clés avec tout ce que contiendra chacune des clés dans l'objet post. À partir de là, je vais pouvoir initialiser une structure de données. Donc, je vais pouvoir créer mon premier post en initialisant ici un tableau de post qui sera de type, donc là je vais l'appeler plutôt ePost, histoire que ce soit un peu plus synthétique, ePost, avec les crochets pour indiquer que je suis sur un tableau d'objets post et qui contiendra donc du coup les valeurs. Donc ici des objets qui doivent contenir toutes les clés et les valeurs de nos posts. Donc ici, je vais mettre mon title. Ensuite, je vais mettre donc tout ce qui concerne ma catégorie. Donc là, je vais mettre tout ça comme ceci. Voilà, je ne vais pas le redéfinir à la main. Hein.
Donc là, on mettra catégorie, voilà, comme ça. On le mettra même en haut, comme ça, voilà, c'est plus propre, c'est plus carré. Ensuite, on aura tout le reste des valeurs de notre poste. Voilà, et normalement, une fois que tout est bon, bah, TypeScript ne râle plus puisque, a priori, on est bon d'un point de vue du typage. Voilà. Donc, à partir de là, ce qu'on voudrait, c'est rendre la liste de ces postes à l'écran. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déjà me créer un petit dossier types ici, dans lequel je vais déplacer en fin de compte cette interface-là, voilà, pour avoir le typage d'un côté. Donc là, ici, on fera un export, bien évidemment, de là, et ici, on va venir importer le type ici. Et là, un petit tips, une petite astuce, vous pouvez rajouter éventuellement le mot-clé type devant pour préciser que ePost est un type et non pas une fonction ou une variable qu'on importerait. Donc ça, si vous avez un linter par exemple comme Biome ou même ESLint, hein, en fonction des règles que vous allez définir dans votre linter, il vous obligera ou pas à rajouter ce truc-là. Néanmoins, pour la relecture du code, il faut savoir que ça a tendance à rendre les choses beaucoup plus lisibles en pratique. Voilà. Donc ça, c'est pour le typage et pour la première partie. Néanmoins, donc on peut voir que cette approche-là n'est pas forcément idéale. Donc on va voir dans une deuxième partie comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette partie-là. Et je te donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Ok, donc on va voir comment améliorer un petit peu tout ça. Donc ce qu'on voudrait faire idéalement dans l'absolu au niveau de ce chapitre, ce serait d'essayer de faire en sorte que quand je sélectionne une catégorie, d'ailleurs ici la catégorie elle est de type string, donc ce qui est beaucoup trop large en termes de définition, on va essayer d'être un petit peu plus précis sur la catégorie pour pouvoir venir en quelque sorte un petit peu plus customiser les valeurs en fonction des besoins pour pouvoir un petit peu plus restreindre le périmètre du type au niveau de la catégorie. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est en général ici associer par exemple une valeur de type chaîne de caractères à un objet qui contiendrait la liste de tous ces types ici, la valeur, la bordure, la couleur de bordure, le badge et la couleur du bouton. Donc, ce que je vais faire d'abord dans un premier temps, c'est que je vais utiliser le type enum pour décrire ici la liste de mes catégories. Comme ça, j'aurai quelque chose qui sera déjà beaucoup plus maintenable dans le temps. Donc là, je vais faire catégorie type qui sera en fin de compte ici, donc là je ne mets pas de égal, hein, je mets directement mon objet, comme on l'a vu dans mes précédentes vidéos sur TypeScript. On va définir par exemple la catégorie tech, qui sera égale donc du coup à la chaîne de caractères tech. Voilà. L'avantage c'est que tout ça, on pourra le récupérer directement dans notre form select option. Donc là ici, je définis toutes les valeurs de mon énumération. Donc là, ici, voilà, le lifestyle, l'éducation, le health et le other. Si jamais un jour j'ai besoin de faire évoluer ces valeurs, l'avantage c'est que ce changement que j'opérerai ici n'aura aucune influence sur le reste du code. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet de séparer un peu mieux les choses. Du coup, automatiquement, ici, je vais tout de suite dire, par exemple, que ma catégorie ici sera de ce type-là. Alors, on va encore faire évoluer tout ça, mais voilà, dans un premier temps déjà, voilà. Donc tout ça là, tous ces trucs-là seront définis à partir de cette clé que j'ai ici, que j'ai définie ici. Donc là, pareil, je vais ici remodifier à cet endroit-là, voilà, comme ça, avec l'autocomplétion, c'est bon.
catégorie value. Voilà. Alors là, on voit que automatiquement ici, hein, dans la valeur, il m'autorise plus forcément de saisir directement un texte. Donc ici, je vais faire tout simplement un i catégorie type que je vais importer. Donc là, ici, pareil, hein, ça c'est un type. Alors, je peux mettre directement le mot-clé type ici devant, hein, pour pas m'embêter. Voilà, comme ça. Comme ça, ici. Et ici, je vais faire un point et voilà, je vais mettre par exemple ici tech. Voilà. Et là, ah oui, pour pouvoir l'utiliser en tant que valeur, effectivement, il ne faut pas mettre type devant, sinon ça ne peut pas fonctionner. Ok, donc ça, on est bon. Ensuite, donc là, déjà, j'ai déjà isolé les catégories indépendamment de mes postes. Donc, j'ai quelque chose qui est déjà un petit peu plus précis, un petit peu plus ciblé au niveau de mon code. Donc, à partir de là, une première idée, ce serait par exemple de créer une petite fonction qui permettrait, en fonction de la catégorie sélectionnée, de récupérer la liste de la bordure, du badge, du bouton et tout ça. Comme ça, tout ça, limite, je pourrais carrément m'en débarrasser. Donc là, hop, tout ça, je vire. Voilà. Je garde uniquement ça au niveau de mon poste. Et je vais définir donc une petite fonction utilitaire. Tac, tac, tac et tac. Qui permettra ici de récupérer directement toutes les valeurs. Donc voilà la V1, donc version 1. On va définir on va faire un export d'une fonction qu'on va appeler par exemple get category style from catégorie. Alors on pourrait mettre type, hein, éventuellement, pourquoi pas. On lui passerait ici une catégorie qui serait de type iCategory type et qui nous renverrait donc un objet. Alors objet qu'on pourrait définir au préalable, hein. Donc ce serait un category style comme ceci, voilà. Et ici, donc, on lui donnerait ce truc-là en retour. Voilà, tout simplement. Donc là, Iral, c'est normal. Pour l'instant, on n'a pas encore écrit le corps de la fonction. Voilà une idée de ce que je pourrais écrire dans ce genre de fonction. Donc en gros, ça va être des if-else. Hein. Donc on va dire ici qu'on part, par exemple, d'une valeur par défaut pour chacune des valeurs de mon objet. Et en fonction ici de la catégorie choisie, je définis sa bordure, son badge, sa couleur et son texte et que je renvoie donc du coup ici dans l'objet retourné par la fonction. Voilà, donc ça c'est une première petite version de ce qu'on pourrait éventuellement faire. Alors pareil, moi je ne suis pas forcément ultra fan de cette méthode-là. Néanmoins, on voit que ça simplifie déjà le poste ici. On voit que ça simplifie ici le champ d'action qu'on a ici. Et donc, du coup, les styles, les catégories et tout ça, on va vraiment le faire évoluer ici, indépendamment, comme je le disais tout à l'heure, de ce code que j'ai ici. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant dans les faits. On va voir encore une méthode pour pousser encore plus loin les choses et pour pouvoir affiner encore un petit peu plus. Donc, je te donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on verra une version 2 de ce qu'on pourrait faire en termes de code pour être encore plus précis et plus pointu. On se retrouve donc du coup dans ce nouveau chapitre pour voir une amélioration de cette petite fonction-là qu'on a créée dans le chapitre précédent. Donc ici, voilà, je vais mettre ici version 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en version 2 ? Eh bien, c'est se définir finalement, vu qu'on veut associer en fin de compte un objet à... Enfin, une chaîne de caractères en réalité, qui est définie ici dans notre enum à un objet de ce type-là. On pourrait se définir... on pourrait se définir un record. Un record, c'est en fin de compte un type
un type utilitaire de TypeScript qui va nous permettre d'associer une valeur à une autre. Typiquement, par exemple, je vais faire ici une petite variable, une petite constante catégorie config. Alors, je peux la faire en minuscule ou en majuscule comme je veux. Et je vais dire que son type sera de type record. Voilà. Et ici, en fin de compte, je vais devoir définir deux valeurs dans mon record. Donc, je vais associer typiquement, par exemple, un iCategory style à tout simplement... Alors, non, c'est même un iCategory type, pardon. iCategory type que j'ai défini au-dessus. Voilà. Je vais vouloir associer une chaîne de caractères à un objet style. Donc là, ici, à un iCategory style. Voilà. Et je vais définir à l'intérieur toutes les valeurs de cet objet-là. Donc ici, dans cet objet, j'aurai finalement une entrée pour chacune des catégories. Et je vais associer ici pour chacune des catégories, donc chacun des énumérations que j'ai au-dessus, un objet, voilà, qui contiendra donc la couleur, le badge, le bouton et le display. Alors pour le moment, ce truc, il n'est pas encore lu. On voit déjà que l'avantage, c'est que on n'est pas au milieu on n'a même pas besoin forcément de définir une fonction pour faire ici un record. Donc ce qui est déjà beaucoup plus conforme pour une définition par exemple dans un fichier TS. Donc ça c'est vraiment pas mal. La deuxième chose, c'est que le jour où vous voulez faire évoluer votre lifestyle par exemple, vous avez juste à venir sur cette section là pour changer les choses. Donc là vous venez vraiment encore plus spécifiquement modifier entre guillemets les valeurs qui sont associées à cet objet-là. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes d'approche. Maintenant, on va quand même avoir besoin d'une petite fonction pour pouvoir extraire nos valeurs. Donc là, je vais vous montrer quelques petites astuces qu'on utilise quand on manipule bien le TypeScript. Donc là, on va s'exporte une petite fonction getCategoryStyle qui prendra en paramètre donc notre catégorie qui sera de type iCategoryType et qui retournera un objet de iCategoryStyle, voilà, comme tout à l'heure. Ça ne change pas. Et vous allez voir que le code va être beaucoup plus dynamique, du coup. Puisque on va récupérer le catégorie type en faisant donc ici... Donc là, si j'ai besoin de récupérer... Si j'ai besoin de récupérer le type, donc là, on le récupérera en fin de compte quelque chose qui ressemblera à une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on va faire pour récupérer ici les valeurs de notre tableau au-dessus, finalement, c'est essayer de récupérer le type à partir de cette chaîne de caractères. Donc là, on va faire un object.values de iCategoryType pour récupérer en fin de compte toutes les chaînes de caractères qui sont dans les num au-dessus. Donc, alors, object.value, object.keys, object. Il y a vraiment beaucoup de choses dans... Il y a entries, il y a freeze, il y a from entries. Il y a beaucoup de petites fonctions comme ça utilitaires qui sont très pratiques quand on commence à manipuler effectivement un petit peu le typage en TypeScript. Donc là, on utilise par exemple object.value pour extraire uniquement ici toutes les chaînes de caractères. Et on va find sur cette liste de value un type. Donc pour chacune des entrées en fin de compte de ce qu'on a là, on va aller chercher dans ce tableau le type qui correspond à notre catégorie qu'on a récupérée ici. Donc catégorie. Et on va faire un point to lowercase. Voilà, comme c'est une chaîne de caractères. Bon, attention, to lowercase. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Puisque ici, tout est en minuscule. Donc là aussi, il faut faire attention que ce qu'on récupère ici soit bien tout en minuscule aussi. Et de là, donc une fois que j'ai récupéré effectivement la catégorie de cet objet, je vais pouvoir en fin de compte récupérer
dans mon catégorie config. Donc, soit l'objet qui correspond. Donc ici, si par exemple, je lui passe tech, je vais récupérer ça. Donc ici, la catégorie type que je passe en paramètre. Et si jamais elle n'est pas définie, puisque là, j'ai une erreur, hein, possible d'utiliser le type undefined, effectivement, ça peut être indéfini parce qu'ici, notre fonction peut ne pas trouver le type attendu. Dans ces cas-là, on va lui prévoir une valeur par défaut qui sera par exemple iCategoryType.tech. Donc là, vous choisissez la catégorie par défaut qui vous intéresse. Et voilà, comme ça, de cette manière-là, vous avez quelque chose où vous avez d'un côté quelque chose qui est ici dans l'absolu un tableau qui correspond à toutes vos entrées avec toutes vos catégories et toutes vos valeurs. Et ici, une fonction qui va se contenter dynamiquement de récupérer la bonne information plutôt que d'avoir tout ici au niveau d'une fonction. Voilà pour cette partie-là. Au moins, ça permet de mettre en avant un petit exemple bien sympathique de ce que vous pouvez faire avec du typage en utilisant, encore une fois, comme je l'ai dit, un exemple très pratique. Et ici, pour le coup, c'est vraiment du concret. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où cette fois-ci, donc, on va voir comment afficher et dynamiser nos éléments dans la page. Alors, dans ce chapitre, on va voir donc du coup comment faire en sorte de rendre ici nos posts à l'écran à partir de tout le typage qu'on a défini en amont dans notre petit fichier de type. À noter que quand même, il y a moyen de... si on veut respecter vraiment les conventions définies au niveau du TypeScript, on pourrait ici à la place du dossier types faire un dossier @types. Mais encore une fois, c'est une convention, ça ne vous oblige à rien du tout. Donc là, vous modifiez vos importations et du coup, vos fichiers effectivement de définition de TypeScript, vous pouvez les nommer .d, .ts. Voilà, de cette manière-là, vous respectez ici. Donc là, on peut faire from @types. On n'est pas obligé de mettre le index.ts, il le détecte tout seul. Voilà, comme ça, on a ici une importation qui se fait dans les règles de l'art. C'est vraiment, pour le coup, c'est un choix d'utilisation de la convention. On n'est pas obligé de faire ça comme ça. Mais si on veut respecter vraiment TypeScript dans ses grands principes, on pourrait faire ça pour être en raccord avec les autres développeurs qui utiliseraient en tout cas ces conventions de nommage. On va faire une petite fonction render post ici qui rendra unitairement un post à l'écran. On lui passerait, donc du coup, vu qu'on a prévu tout le typage, on lui passerait un post ici qui serait de type iPost. Voilà, tout simplement. Et ici, on lui passerait également un deuxième élément, parent element, qui sera de type HTML element. Et là, vous dites, ah, c'est quoi ce type HTML element? Et bien en fait, vu qu'on travaille en TypeScript, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, toutes les fonctions et tout ce qu'on va manipuler en fait dans le JavaScript Vanilla contiendra des types qui sont en fait implicites au langage TypeScript. Donc du coup, HTML element, ça représentera en fait la définition d'un élément HTML, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on utilisera en fin de compte ce HTML element, on aura l'autocomplétion sur les objets HTML du DOM. Et ça, c'est plutôt pratique. À noter pour que ça fonctionne, bien évidemment, dans la configuration tsconfig, on a ici rajouté dans les libs le DOM et le DOM.iterable. Donc ça, c'est déjà quelque chose prévu par la configuration vite. Donc vous n'avez même pas forcément besoin d'y penser. De la même façon, on a également d'autres types. Si par exemple on veut définir un élément de type par exemple HTML
Si on veut faire une div, on peut faire un HTML div element. Si on a un formulaire, on peut faire un form element. Si on a un input, on peut faire un input element, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez des définitions pour chacun des éléments HTML implicites au langage TypeScript, ce qui est plutôt pratique pour manipuler le front. En tout cas, là, comme on le fait en utilisant du Vanilla. Du coup, ici, on aura notre post. Donc, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est ici récupérer la catégorie. Donc, on peut faire catégorie style est égal. Et là, on va appeler une de nos deux fonctions qu'on a définies ici au préalable. Par exemple, get category style. Donc là, get category style qu'on va s'importer évidemment. Voilà, comme ceci. Et ici, on va lui passer le post. Point. Et là, vous voyez que la magie opère, hein, on a l'autocomplétion ici sur notre objet post. Donc là, on va ici lui dire, OK, on va lui passer la catégorie. Alors là, moi, je vais plutôt mettre catégorie comme ça. Pareil de l'autre côté, on va l'appeler catégorie. Voilà. Comme ça, on est raccord partout. Hop, hop. Et du coup, ici, ce sera bien évidemment catégorie. Vous voyez qu'il a déclenché immédiatement l'erreur. Hein. Il s'est rendu compte du changement et du coup, il nous a géré directement. Il a été inspecté automatiquement tous les fichiers pour voir les éventuelles erreurs qu'on aurait pu faire dans les différents fichiers. Et ça, c'est plutôt vraiment très pratique à l'utilisation. Donc ensuite, on va définir un élément post. Alors, moi, je vais définir directement toute la structure du HTML. À noter que on n'est pas forcément. On pourrait faire avec des create elements. On pourrait faire avec. On pourrait le faire également avec des templates. Moi, je vais le faire directement comme ça en dur. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous montrer un petit peu plus par rapport au TypeScript. Et c'est pas forcément d'optimiser aux petits oignons vraiment tout le code. Hein. Alors, j'ai préparé une petite structure dans laquelle j'ai ici dynamisé quelques éléments. Donc là, on va avoir une template string dans laquelle on va s'injecter directement toutes les valeurs. Alors, là, pour le moment, on n'a rien qui est formaté. On va voir un petit peu comment formater tout ça. Donc, dans un premier temps, la bordure color, celle-là, elle doit être récupérée par le style de catégorie. Donc là, je vais faire un catégorie style, point. Et là, ici, je vais récupérer la border color que je vais définir dans la div qui va enrober tout mon post. Ensuite, ici, ça, c'est quelque chose que je vais récupérer sur post. Donc, post, point. Et là, je vais récupérer important. Et là, vous voyez, hein, la magie de TypeScript opère puisque là, voilà, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Pareil, catégorie style. Badge color, voilà, post.catégorie pour récupérer le texte. Ensuite, ici, post.author, voilà. Et là, on voit qu'on va 10 fois plus vite puisque là, tout est prévu déjà. Donc, il n'y a même plus besoin de se poser de questions. Tac, tac, hop, et voilà. Vous voyez que le code que j'écris là, il est vraiment... il n'y en a quasiment plus, quoi, en fin de compte, hein. Catégorie style, point, et là, je vais chercher mon button color. Voilà. Et voilà, et là, je suis à peu près sûr de mon code. J'ai plus aucune question à me poser. Tout ça, normalement, c'est OK. Je vais peut-être juste refaire un petit formatage de mon document. Voilà, histoire que d'un point de vue de mon éditeur, mon code soit bien indenté. Et donc là, à partir de là, on va pouvoir faire un parent element. Point. Et là, on va encore avoir l'autocomplétion. Insert. Alors, ça va soit un insert. Vous pouvez faire soit un append. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. On voit que là, en tout cas, ce qu'on manipule, c'est bon. Donc là, insert adjacent HTML. Et on va lui dire que après le begin, juste après le début de notre élément parent. Donc, en tout premier, on va rajouter en fin de compte notre post
HTML, notre structure post HTML qui sera créée dynamiquement à partir d'un post. À partir de là, cette fonction render post, je vais l'utiliser dans la fonction render post avec un S. Donc là, ce que je vais commencer par faire déjà, c'est par récupérer mon élément container. Donc là, je vais me rendre dans mon document HTML. Je vais supprimer ici, à ce niveau-là, la card qui contient mon élément, en faisant attention de ne rien oublier. Voilà, et moi, ce que je veux récupérer, c'est l'élément ici post-container. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un égal document.getElementById et je vais récupérer l'élément post-container. À partir de là, ce que vous allez remarquer, c'est que getElementById va vous récupérer soit un élément HTML, soit nul, parce qu'en fait, il va considérer que cet élément-là peut ne pas avoir été créé. Si jamais demain je supprime par exemple ça, bah, je n'ai pas la garantie que ici je vais forcément récupérer un élément. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est soit le forcer à la main, soit on peut ici lui dire, alors vu que là il me dit que c'est un HTML element, moi je peux lui dire de façon plus précise, je peux le forcer en lui disant ce sera un HTML div element, puisque je sais ce que je fais, ou nul. Alors, je vous conseille de pas forcément le forcer comme ça, parce que si vous le forcez comme ça, si demain vous le supprimez de votre document, ça va vous causer des problèmes au niveau de l'exécution du code. Moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de lui dire HTML element ou nul. Comme ça, vous allez être obligé de rajouter votre if derrière pour dire si le post container element est défini. Donc là, on est à ce niveau-là. Dans ces cas-là, post container element à l'intérieur de mon if sera du coup bien au niveau du typage un élément HTML div. Et donc du coup, le nul ici, le union type a été complètement supprimé grâce à la condition, grâce à l'inférence au niveau de TypeScript. Et c'est ça qui est intéressant. Du coup, ça vous rajoute encore plus de contrôle. Donc, on va lui dire d'abord, dans un premier temps, de vider la structure HTML. Donc ici, je vide complètement le container. Voilà. Alors, on voit ici qu'il me fait une petite erreur. C'est normal, c'est parce que ce n'est pas des parenthèses, c'est un égal ici. Voilà. Donc là, je pourrais éventuellement à la main, bah, je l'ai déjà fait d'ailleurs, je peux supprimer tout ce que j'ai dedans. Et donc ici, je vais pouvoir lui dire, bah, à partir de là, tu vas mapper la liste des postes qu'on a ici au-dessus, qu'on a défini au-dessus. On pourrait éventuellement les déplacer et les mettre à cet endroit-là, hein, ce ne serait pas gênant. Pour l'instant, moi, je vais les laisser ici au-dessus. Donc, les postes, on va les mapper. Voilà. Donc, encore une fois, autocomplétion. On récupère dans notre boucle un poste. Vous pouvez faire aussi une boucle for classique, hein, ça marche aussi. Donc, le poste ici, implicitement, c'est forcément un objet poste, bien évidemment. Inférence de TypeScript fait que il nous dit bien ça. Et on va appeler notre fonction renderPost qui ira donc lui passer le poste en question et ici le post container element dans lequel on va injecter tout simplement notre code. On pourrait lui dire ici HTML div element si on veut être encore un petit peu plus précis à ce niveau-là et on retournera ici un void. Voilà, donc là, a priori, si je dis pas de bêtises, normalement, si on n'a pas trop d'erreurs au niveau du code, alors fail to resolve import @types. Alors là, il ne le trouve pas. On va le laisser en types normal. Voilà, c'est pas gênant. Hop.
Et décidément, on va renommer le fichier. Ah non, je ne veux pas le supprimer. Si je le supprime, je vais perdre tout ce que j'ai fait. Voilà, on va le définir comme ça. Ça doit être un problème de... peut-être un problème de définition autour du fichier tsconfig. Bon, c'est pas bien grave, ok. En tout cas, là, on voit qu'on récupère bien notre poste. Si demain, j'en rajoute un nouveau ici à ce niveau-là, on vérifie que si on le définit par exemple en type éducation, on va lui dire ici Yannick. Voilà. On va faire ici comment créer des cours avec l'IA. Article sur l'IA dans l'apprentissage du dev. Voilà, hop. Et voilà. Et donc là, on voit que tout semble bien fonctionner. Alors peut-être que là, ce qu'on pourrait éventuellement faire, petite amélioration possible, ce serait à ce niveau-là. Donc au niveau de notre render post, ici, dans la structure de l'HTML, plutôt que de lui dire ici post.catégorie, on pourrait lui mettre ici le catégorie style.displayText. Voilà. Voilà, pour avoir quelque chose de plus agréable à l'écran. Et là, ici, alors c'est marrant parce que là, il m'affiche tech, mais c'était pas tech que je voulais à cet endroit-là. Alors est-ce que je me suis planté peut-être sur l'endroit? C'est bien là où là est le badge primary. Donc c'est bien là. Pourquoi est-ce qu'il me garde tech ici, à cet endroit-là? Je ne sais pas. Peut-être un petit bug. Ah oui, c'est pas là, c'est plus bas. Je me suis trompé de fonction. En réalité, celle-là, hop, on la supprime. C'est là, voilà, c'est ici plutôt. Technologie. Ok. Voilà, et là, c'est mieux. Ok, voilà. Donc ça, c'était pour ce chapitre, du coup, sur la dynamisation des éléments dans notre petite page. Voilà. J'espère que cette petite partie vous aidera pour la suite. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où on verra la dynamisation d'un formulaire dans le front. Alors, dans ce nouveau chapitre, on va voir comment rajouter les actions à notre formulaire. Alors déjà, un petit point déjà sur les événements. Les événements et le typage notamment en TypeScript. Parce que moi, c'était une des choses que je voulais faire au début de mon apprentissage et j'aurais aimé vraiment pouvoir trouver en tout cas une vidéo qui parle comme ça de ces sujets-là. Ça m'aurait vraiment aidé à mieux comprendre et c'est pour ça que je vous sors une vidéo assez complète sur le sujet avec des exemples qui sont vraiment très précis. Qui vont sans doute peut-être vous permettre de progresser aussi à votre rythme sur le langage. Donc là, ici, si je fais par exemple si je récupère par exemple un bouton Dark Mode, donc on va se dire que là, je récupère un Dark Mode Button Element qui sera égal à un document.getElementById. Alors pour le coup, cet élément-là n'existe pas. Hein. C'est juste pour vous montrer un exemple. Si par exemple je clique sur un bouton,
Donc là, je récupère un bouton. Je vérifie que cet élément est défini dans mon document HTML et s'il est défini, j'ajoute un écouteur d'événements dessus pour lui dire sur le clic, tu vas appeler par exemple une petite méthode que je vais appeler handleClick et que je vais redéfinir juste au-dessus. Donc cette méthode-là, je la définis ici, handleClick. Et là, en général, toutes les fonctions qu'on va définir en fait en JavaScript vont être des fonctions qui vont recevoir un événement de l'utilisateur. Donc là, typiquement, si je regarde un peu la définition, dans le cadre d'un add event listener click, on verra que notre événement ici recevra en fait le type mouse event. Donc ça, c'est intéressant et vous pouvez le rajouter ici au niveau de votre typage. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Ça va apporter que si vous faites event, quand vous allez faire ici un point, il va vous détecter, encore une fois, grâce au système d'autocomplétion, toutes les fonctions, les variables qui sont accessibles sur un événement. Donc si par exemple ici je dis event point et je commence à taper le prevent, on verra que le prevent default sera automatiquement auto-complété à ce niveau-là. Donc là, on sait qu'on est sur un événement de type souris, donc sur un clic, en fin de compte. Pour les formulaires, c'est un petit peu pareil. Hein. Donc là, ce code-là, je vais juste le mettre en veilleuse. Voilà, comme ceci. Bon, je ne suis pas obligé, hein, en vrai, mais c'est juste pour l'exemple. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt faire ça sur un formulaire. Donc pour le coup, ce qu'on va faire, on va reprendre le même code. On va définir un form post element qui sera égal à la récupération de notre élément ici dans notre document. Donc ici dans mon index, j'ai un petit formulaire que j'ai défini à ce niveau-là. Il porte l'ID post form. Donc là, je vais pouvoir récupérer l'élément post form. Ensuite, je vais rajouter mon if form post element pour m'assurer qu'il est défini. Comme d'habitude, hein, j'ai toujours ici HTML element ou nul. Et donc là, voilà, c'est bon. Si je suis là-dedans, ça veut dire que form post element est bien défini. Et je vais pouvoir lui rajouter son écouteur d'événements. Donc là, ce sera un submit, c'est un formulaire. Et on appellera une fonction handle submit. Ce qu'on pourra constater au niveau de la signature ici, c'est que cet événement sera un événement de type submit event. Submit event, donc du coup, ici, je vais le définir au niveau de ma fonction. Donc à ce niveau-là, const handle submit. Et ici, ce sera un submit event. Voilà, tout simplement. Et voilà comment on s'en sort avec le JS Vanilla. Ensuite, ici, on lui dit event.preventDefault. Voilà. Pour donc éviter que la page se recharge, hein, à y envoyer une requête à notre back-end. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, dans un premier temps, récupérer le formulaire en faisant form element égale e.target ou current target en fonction de ce que vous voulez. Alors moi, c'est event.target. Voilà. On va voir que ça va récupérer quelque chose qui sera de type event target. Donc on va devoir lui spécifier ce que c'est comme élément. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un if. Je vais rajouter un if et je vais lui rajouter une condition en utilisant l'opérateur not, donc non logique. Donc je vais lui dire si form element n'est pas une instance de HTML form element. Dans ces cas-là, on va lui rajouter un petit console.error. L'élément sélectionné n'est pas un formulaire, erreur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va voir que à la suite de cette condition if que j'ai rajoutée là, vu que ici, on a fait un not HTML element, forcément, ici,
Alors là, je ne comprends pas pourquoi. Alors là, on pourrait faire un return, évidemment. Il faudrait que j'ajoute le return. Et là, voilà. Et là, dans ces cas-là, effectivement, mon élément est bien considéré comme un HTML form element en dessous de mon code. Donc, je vais pouvoir l'utiliser en tant que tel. Et je sais que là, à cet endroit-là du code, bah, je sais ce que je manipule, du coup, grâce à la condition que j'ai rajoutée juste au-dessus qui va tester les choses. Et ça aussi, encore une fois, c'est plutôt pas mal. C'est grâce au système d'inférence de TypeScript qui va deviner automatiquement ce que vos variables vont contenir au fur et à mesure de ce que vous écrivez dans votre code. Donc là, du coup, on va pouvoir définir éventuellement un type. Alors, on va pouvoir déjà récupérer nos valeurs de formulaire. Donc, on va récupérer le title, l'author, la catégorie, le content, dans toutes ici les inputs. Voilà, je récupère pour chacun des inputs ici l'élément associé et je le caste ici, je dis à TypeScript qui sera de type HTML element ou nul. Comme ça, je pourrais gérer automatiquement derrière les erreurs. Encore une autre chose, donc ici à cet endroit-là, on va pouvoir aussi faire la récupération de la checkbox en faisant par exemple important element est égal à document.getElementById. Voilà, et en lui disant par exemple, je vais récupérer l'élément, l'input checkbox important, qui possède l'ID important. Là, je pourrais alors soit lui dire c'est un HTML input element, première solution, ou nul. Mais on pourrait éventuellement faire quelque chose d'encore plus précis en faisant par exemple, en définissant un type checkbox spécifique. Pour ça, on va reprendre le type de JS natif au langage et on va redéfinir un type spécifique, HTML checkbox element, qui reprendra le type de base et qui rajoutera, comme on l'a vu aussi dans une précédente vidéo, quand on a vu la différence entre les types et les interfaces, bah là on peut utiliser le « et » commercial dans les types pour pouvoir définir que ce type-là, HTML checkbox element, sera un HTML input element dont la clé type sera forcément de type checkbox. Voilà. Et comme ça, ici, je peux lui dire que c'est un checkbox element. Je peux rajouter une petite condition en dessous pour retourner une erreur si jamais une de ces valeurs-là au-dessus n'est pas définie. Voilà. Comme ça, ici, je pourrais gérer mes erreurs proprement. Et à la suite de ça, bah là, maintenant, j'ai plus qu'à créer mon nouveau post. Donc, en écrivant const new post est égal à un objet qui contiendra un title. Donc là, alors, si je lui dis ici tout de suite que c'est un iPost, je vais pouvoir bénéficier de l'autocomplétion de TypeScript, title, et là, je vais faire title element, point. Et donc là, si je commence à taper value, voilà, hop, tac, automatiquement, direct, c'est bon. On va faire pareil pour toutes les autres valeurs. Alors, à noter que pour récupérer la valeur d'un checkbox, on n'utilisera pas value, mais on utilisera checked pour savoir s'il est coché ou non. Parce que si on fait value ici, on aura une erreur de typage où il nous dira que on veut récupérer un type string et on veut l'attribuer à un type boolean, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut faire ici. Nous, ce qu'on veut faire, c'est bien récupérer la valeur de la checkbox en faisant ça. Voilà, donc là, vous voyez, ça fait toute la différence parce que ce genre d'erreur, c'est le genre d'erreur qu'on ne capterait pas directement en JS Vanilla, mais qu'on capte tout de suite en TypeScript. Et donc, du coup, on cherche comment corriger ce genre d'erreur et automatiquement, on sait vraiment que ce qu'on va faire sera viable. Il n'y aura pas normalement trop d'erreurs à l'exécution. Alors, il y en a toujours, mais il y en a quand même beaucoup moins, puisque toutes les bourdes qu'on peut être amené à faire seront corrigées grâce, encore une fois, au type checking. À ce niveau-là, je peux également
donc du coup rajouter ma catégorie que je n'ai pas rajoutée pour vous montrer encore une fois un petit truc. C'est que là, à ce niveau-là, on va vouloir associer une string à un e-category type. Donc là, on va avoir une erreur aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est lui dire t'inquiète, TypeScript, t'occupe pas de ça. Moi, je sais que dans mon document HTML, le select option sera bien un e-category type. Donc quelque chose qui est défini en fin de compte dans mon énumération ici. Parce qu'il pourrait effectivement se dire, ah, si jamais j'ai une autre valeur dans mon select option, déclencher une erreur, ça ferait du sens. Donc bon, là, en l'occurrence, on pourrait le gérer comme ça. Ce cas de figure-là, il faudra juste faire attention que dans votre document HTML en brut, vous ayez bien défini ici les mêmes valeurs à ce niveau-là que ce que j'ai ici, dans mon enum. Sinon, effectivement, ça peut poser des problèmes. C'est pour ça que dans une certaine mesure, travaillant en JS Vanilla, ça peut poser des problèmes. Si vous travaillez en React, comme vous allez directement rendre votre select option dans votre composant, ça posera moins de problèmes puisque votre typage saura gérer les éventuels problèmes, les problèmes humains finalement. Voilà, à ce niveau-là. Voilà, et donc à partir du moment où j'ai créé un post, je peux tout simplement faire un post.push de mon nouveau post. Voilà, pour le rajouter à mon tableau et redéclencher la fonction renderPost pour réafficher la liste de tous les posts. Après, on peut éventuellement reset toutes les valeurs du formulaire si on veut, si on en a envie. On pourrait très bien ici, une fois qu'on a terminé, prendre chacune des valeurs et ici, hop, on revide tous les champs en faisant bien évidemment par exemple un title element. Alors je ne sais pas si on a un reset ou peut-être form element, on pourrait faire form element.reset peut-être, voilà, par exemple. Du coup, si je viens ici, donc là je teste avec un élément, je mets hop mon nom, je mets style de vie, je mets un exemple de style de vie de développeur. Je suis pas très original, mais c'est pas grave. Voilà, je publie. Et voilà, et on a notre post qui est bien rajouté, tel qu'on l'attend du coup dans notre document. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair du coup sur toutes ces notions-là. J'espère que ça vous aidera à progresser sur TypeScript. J'espère que ça vous aura aidé aussi à découvrir tout un tas de petites notions supplémentaires. Donc si je refais un petit topo de tout ce qu'on a vu, on est passé par le object.values, on est passé par le record qui peut être utilisé, on est passé par les enums, on est passé par les éléments HTML, on est passé par les événements ici, les différents tests avec l'inférence et voilà, globalement on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, tout en gérant bien évidemment toutes les erreurs de typage qui vont du coup vous aider au fur et à mesure à corriger, à rendre plus robuste votre code, plus maintenable et puis voilà. On se donne rendez-vous en tout cas dans une prochaine vidéo pour voir la suite. Et n'hésite pas à liker la vidéo si jamais ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des petits commentaires pour dire si tu as des questions ou si tu souhaites des vidéos futures un petit peu dans cette même thématique. Alors on était sur une vidéo un petit peu longue, hein, mais je trouve ça aussi plus sympa parce que ça, comme dit, ça me permet aussi de vous montrer vraiment des exemples précis avec des contextes, quelque chose de beaucoup plus sympa
que des petites vidéos courtes où les notions sont peut-être un peu plus abstraites. Comme dit, le TypeScript, ça ne s'apprend pas vraiment en écoutant quelqu'un, mais plus vraiment en pratiquant. Plus vous allez pratiquer le TypeScript, plus vous allez en faire et plus vous allez adorer ça. En général, c'est plutôt avec cette philosophie-là qu'il faut adopter les choses. Et on arrive sur la conclusion de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis donc de découvrir des nouvelles notions du TypeScript si jamais tu n'as pas encore tout vu. Je t'invite également à me retrouver donc, sur l'accueil de ma chaîne YouTube où tu y retrouveras ici donc, tous les tutoriels autour de TypeScript. Voilà, j'essaye de faire les épisodes dans un ordre assez précis pour t'aider à venir découvrir des nouvelles notions en mode tutoriel dans un espèce de cycle voilà, de mini, entre guillemets, formation autour de tout le langage TypeScript. Il y a encore plein d'autres vidéos que j'aimerais sortir par la suite. Donc, je t'invite du coup à ne pas hésiter à continuer de me suivre sur les réseaux. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À plus, ciao.